Donc, ce dont je vais parler, c'est pas précisément en lien avec le féminisme, donc je me sens un peu comme un imposteur ici, mais ce sont des œuvres donc d'auteurs féministes. En fait, ce sur quoi je vais m'attarder, c'est le concept d'ipséité. J'aurais voulu couvrir le plus possible cette notion-là en lien avec la mort et la révolte. On va voir jusqu'où est-ce que je peux me rendre. Mais donc, comme je vais parler du roman Testament, je me suis dit que j'allais commencer avec une chronique nécrologique. C'est celle d'Alfred Nobel, le fondateur des prix Nobel de la paix. Donc, durant sa vie, Alfred Nobel était un homme extrêmement riche et influent partout en Europe parce qu'il avait inventé la dynamite et qu'il l'avait aussi commercialisée à des fins militaires. Donc, en 1888, le petit frère d'Alfred Nobel meurt d'une crise de cœur pendant un voyage en France et un journaliste de l'époque commet une erreur sur la personne et il croit que c'est en fait Alfred Nobel qui est mort. Donc, la chronique nécrologique que le journaliste va écrire est extrêmement critique vis-à-vis d'Alfred Nobel et elle commence ainsi. Le marchand de la mort est mort, le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Donc, en lisant ça, Alfred Nobel, qu'on voit sur la photo en train de réfléchir, il est horrifié par l'image qu'il laisse de lui au monde et il décide de créer un prix pour honorer chaque année la personne qui aura le plus œuvré à la paix. Donc, à sa mort, il va léguer aussi toute son immense fortune pour financer les prix Nobel. Donc, l'histoire des prix Nobel de la paix me semble intéressante parce que ça illustre parfaitement deux concepts clés de la philosophie de Ricoeur, à savoir l'identité narrative et l'ipséité. Alors, lorsque l'on veut se faire une idée d'une personne, on doit, selon Ricoeur, se faire un récit sur sa vie. C'est ce qu'il appelle une identité narrative. On se fait des récits sur les autres, sur nous-mêmes, et on se demande aussi des fois quel genre de récits les autres se font sur nous. Quand vient le temps de prendre des décisions existentielles, c'est-à-dire des décisions qui orientent la trajectoire d'une vie, on se demande, selon Ricoeur, quelle histoire est-ce que j'aimerais que les gens racontent sur moi? C'est grâce à ces récits qu'il est possible de s'orienter éthiquement. Des fois, on n'aime pas trop les histoires qu'on est en train de vivre, alors comme Alfred Nobel, quand il a lu sa chronique nécrologique, on peut décider de changer l'orientation générale de notre vie, le type d'histoire auquel on est, qui vont être racontées sur nous. Donc, cette partie de soi qui réfléchit sur soi et qui a le pouvoir de changer la trajectoire d'une vie, donc cette partie de soi, c'est l'ipséité. On peut l'appeler la conscience ou autre chose, mais Ricoeur l'appelle ipséité parce que c'est ce qui fait qu'une personne est qui elle est, précisément. Mais l'ipséité, c'est difficile à cerner parce que dès qu'elle se manifeste, elle se dénature. Dès qu'elle apparaît, elle disparaît. Autrement dit, c'est comme si on veut voir l'intérieur d'une roche, puis qu'on la casse en deux, ce qu'on voit, dans le fond, c'est des nouvelles surfaces. L'intériorité, c'est retiré dans chacune des deux parties. Puis tant qu'on va casser, tout ce qu'on va trouver, c'est toujours plus de surface. Donc, la question, c'est comment observer l'ipséité elle-même. Donc, selon Ricoeur, une des choses qui donne accès à l'ipséité en tant qu'ipséité, ce sont les romans de type courant de conscience ou streams of consciousness, comme on les appelle en anglais. Selon lui, ce type de roman met à nu l'ipséité. Il s'appuie, entre autres, sur ses commentaires sur Mrs. Dalloway de Virginia Woolf pour avancer son propos. C'est ce qui m'a donné l'idée ici de procéder à une lecture croisée de Testament de Vicki Gendreau et de Mrs. Dalloway, car il s'agit de deux romans de la famille des courants de conscience. En comparant les deux, je vais d'une part voir si c'est possible d'appliquer à Testament certaines des observations de Ricoeur sur Mrs. Dalloway, et en faisant cela, j'aimerais approfondir la réflexion sur le roman de Vicki Gendreau. D'autre part, le fait de rapprocher les deux romans autour du thème de l'ipséité viendra peut-être mettre en relief certains aspects de l'ipséité pour mieux comprendre cette notion-là, justement. Alors, pour situer les choses, je vais commencer par présenter les éléments de ces deux romans qui seront importants pour notre analyse. Le premier roman, c'est Testament de Vicki Gendreau. C'est une autofiction parue en 2012 qui a fait beaucoup parler d'elle au Québec à sa sortie parce que l'auteur est décédé d'un cancer du cerveau peu de temps après avoir fini d'écrire le livre dans lequel elle met en scène sa propre mort. Alors,
L'histoire de testament pourrait se résumer ainsi. Après son décès à l'âge de 23 ans, une jeune femme fait parvenir à quelques-uns de ses proches des clés USB contenant des textes poétiques qui leur sont adressés. Le roman, par contre, est très complexe parce qu'il présente simultanément, d'une part, les textes écrits par Vicky et d'autre part, les réactions de ceux qui les reçoivent, et ça de manière très imbriquée. Mais en plus des textes écrits par Vicky et du monologue intérieur de ses amis, il y a aussi la voix de Vicky elle-même qui décrit ses symptômes, ses traitements et ses angoisses devant la mort, et on assiste impuissant avec elle à l'avancement de sa maladie au fil des pages. Donc, différentes époques de l'histoire s'entremêlent dans le texte, mais le livre suit tout de même une sorte de progression chronologique parce que dans les premières pages, Vicky apprend qu'elle a des tumeurs au cerveau et le livre se termine à la cérémonie de célébration de la vie de Vicky, c'est-à-dire à ses funérailles. L'autre roman, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, c'est paru en 1925. Toute l'action se déroule en une seule journée, le 17 juin 1923. Le matin, Clarissa Dalloway, une riche londonienne quinquagénaire, va faire des achats en prévision de la soirée qu'elle organise chez elle ce jour-là et à laquelle assistera toute la British Ruling Class, comme elle l'appelle elle-même. Même le premier ministre va être chez elle. Alors, en marchant dans les rues, elle repense à Peter Walsh, qui est son premier amoureux, qui vit maintenant en Inde, mais qui est de passage à Londres pour quelques jours, et il viendra lui rendre visite vers 11 h du matin. Les deux parlent de leur amour passé et de leur choix de vie. Et lorsque Peter sort de chez Clarissa après avoir essayé de l'embrasser, elle l'invite à sa soirée. Donc, Peter déambule dans les rues de Londres jusqu'au soir et il croise dans un parc un jeune couple qui est assis sur un banc. C'est comme ça qu'on saute d'un monologue intérieur à un autre monologue intérieur. C'est comme ça que le récit passe des pensées d'un personnage à celle, comme de Peter Walsh, à celle d'un autre personnage. Lorsque deux personnes se croisent dans la rue ou bien qu'ils observent la même scène, mais de deux endroits différents, comme par exemple un avion publicitaire qui passe dans le ciel. Donc, on entre dans l'univers de Septimus Warren Smith et de sa femme Rhésia, qui n'ont a priori aucun lien avec l'univers de Clarissa Dalloway. Septimus, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale, désolé, et il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Il y a des délires mystiques et des hallucinations, il écrit beaucoup, il se passionne pour la poésie, et Septimus s'en va à la clinique du docteur Bradshaw, qui est un grand psychiatre qui vient d'être anobli. Donc, lorsque le docteur Bradshaw décide de faire interner Septimus dans un asile à la campagne, Septimus se défenestre et met fin à ses jours. Puis, plus tard, la soirée commence chez Clarissa, les invités sont presque tous arrivés, et lorsque les Bradshaw arrivent finalement, ils expliquent leur retard en racontant le suicide de son patient l'après-midi. Et Clarissa ne connaissait pas du tout Septimus, elle ne connaissait pas la personne, mais l'annonce du suicide du jeune homme l'horrifie tellement qu'elle doit aller se cacher dans un boudoir pendant quelques minutes pour réfléchir. Et le sens qu'elle va donner à la mort du jeune homme, c'est justement ce vers quoi tout le roman nous amenait depuis le commencement. Donc, ces deux romans-là, c'est, comme je l'ai dit, des flots de conscience, des courants de conscience, parce que le récit relate principalement les associations d'idées et les souvenirs de quelques-uns des personnages de l'histoire, et le lecteur prend connaissance de ce qui arrive dans l'histoire uniquement par les perceptions, les réflexions et les souvenirs de tous ces personnages-là. Alors, c'est la configuration narrative de ces deux romans qui permet justement de mettre à nu l'ipséité, parce que le lecteur est confronté à des points de vue discordants des personnages sur les personnages eux-mêmes, donc les uns et les autres. Alors, naturellement, c'est dans les relations sentimentales que les discordances sont les plus évidentes. Par exemple, dans Mrs. Dalloway, lorsque Peter Walsh arrive chez Clarissa en avant-midi et qu'il la revoit après des années d'absence, il se dit « Clarissa est devenue sèche et un peu sentimentale par-dessus le marché ». Toutefois, la page suivante, il entend les cloches d'une église pas loin qui sonnent, et ce carillon-là lui fait penser à une chose vivante qui a besoin de se confier, de se disperser, et avec un frisson de joie, de se blottir, comme Clarissa descendant l'escalier. Donc le point de vue de Peter sur Clarissa alterne rapidement. Même chose pour Clarissa. Quand Peter arrive chez elle, on peut lire, eh bien en ce moment, pense à Clarissa, il est charmant, il est tout à fait charmant. Puis, quelques pages plus loin,
alors que l'attitude de Peter commence à l'irriter. Elle se dit, et toujours il vous fait sentir que vous êtes frivole sans cervelle. Donc, le discours des mamans, il est très versatile. Il met en évidence le fait que c'est toujours possible de voir les gens de plusieurs façons différentes en même temps, donc que les gens ont toujours simultanément plusieurs identités narratives. Alors, dans le Testament, c'est la même chose. Voici par exemple, on voit par exemple Stanislas, l'homme que Vicky aime mais qui ne l'aime pas, comme elle le présente dans le roman, et il réagit, on voit Stanislas donc qui réagit au texte que Vicky lui envoie. Il passe à plusieurs reprises de l'admiration au dégoût. Par exemple, Stanislas dit « Pourquoi je ne t'aime pas? Sérieux, tu es parfaite » à la page 50. Mais à la page 52, il dit « Tu es personne et tout le monde tu dis que tu es personne et tout le monde en même temps pour faire cute, mais en réalité, tu n'es rien, tu es du cul, c'est ça que tu es. » En plus de s'auto-contredire, les points de vue des personnages les uns sur les autres viennent saper la confiance que le lecteur peut avoir en chacun d'eux. Vicky, elle va dire, l'affaire c'est que je le connais, Stanislas, il s'en crée, il veut juste se saucer la graine. Puis Stanislas, il va dire, je passe pour un chien sale, mais au fond, j'ai su mériter son amour jusqu'à la fin. Un peu plus tard, il dit, je lui ai dit qu'elle donc, comme le dit Ricoeur, j'ai une longue citation de Ricoeur, comme le dit Ricoeur, dans les romans du courant de conscience, l'alternance des monologues intérieurs confère une épaisseur psychologique aux personnages sans jamais toutefois leur conférer une identité stable, tant les aperçus des personnages les uns sur les autres et sur eux-mêmes sont discordants. Le lecteur est laissé avec les pièces détachées d'un grand jeu d'identification des caractères dont la solution lui échappe autant qu'aux personnages du récit. Évidemment, le fait d'entendre des opinions contradictoires de la part des personnages dans une histoire, ça n'a rien de nouveau en soi. Mais ici, il y a deux choses qui viennent vraiment fragiliser l'identité des personnages. Premièrement, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de narrateur fiable qui nous donnerait l'heure juste et qui nous permettrait de trancher. Tous les points de vue sur lesquels on peut s'appuyer le lecteur sont truffés d'erreurs et de contradictions. Par exemple, aux funérailles de Vicky, une de ses amies remarque qu'une autre fille aurait acheté une poupée gonflable et l'aurait apportée aux funérailles. Elle l'aurait achetée dans un sex shop. Mais nous, en tant que lecteurs, on sait que cette poupée-là, elle l'a reçue en héritage de Vicky plus tôt. Alors, ces discordances-là sont voulues par le texte pour que le lecteur soit amené à tout mettre en doute. Et évidemment, dans le Testament, tous les monologues intérieurs sont inventés par l'auteur, par Vicky elle-même, mais le livre s'en cache pas. Stanislas dira d'ailleurs, tu prends mes cordes vocales et t'en fais du macramé, fais-moi dire tout ce que tu veux. Mais cela montre justement que l'auteur elle-même hésite entre des points de vue irréconciliables sur elle-même. Deuxième chose, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, vraiment, parce que dans Mrs. Dalloway, on ne voit pas grand-chose sur le plan des actions. Clarissa s'achète des fleurs, elle arrange sa robe. Dans le Testament aussi, il est question de robe et de soirée. Mais il n'y a pas proprement parlé d'action dramatique. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, ça nous empêche nous-mêmes, en tant que lecteurs, de penser une identité narrative aux personnages du livre. Alors, l'absence de narrateur fiable et d'action à proprement parler, ça nous oblige à nous appuyer uniquement sur les pensées des uns et des autres, et ces pensées-là sont pleines de discordances. Il y a donc ici une perte d'identité. D'ailleurs, Vicky fait un jeu de mots avec son nom. Elle dit « Vicky quoi? Vicky personne ». Donc, là, je vais citer Ricoeur, c'est dans Soi-même comme un autre, donc le livre après Temps et récit. Il dit « Mais que signifie ici la perte d'identité? Plus exactement, de quelle modalité de l'identité s'agit-il? Ma thèse est que ces cas déroutants de la narrativité se laissent réinterpréter comme une mise à nu de l'ipséité par perte du support de la mêmeté. » Alors, qu'est-ce que c'est que l'ipséité finalement? L'ipséité, ce serait, si on veut, cette course confuse d'interprétations non coïncidentes, c'est-à-dire qu'il y a les identités narratives, et la chose qui jongle avec les différentes identités narratives possibles, ce serait l'ipséité. Autrement dit, pour être plus précis, c'est l'espèce d'instabilité ou de tension qui se crée entre les discordances des identités narratives qui ouvre un espace, et l'ipséité, c'est l'espace ouvert par
les contradictions. C'est le potentiel d'une personne, finalement, et c'est la raison qui fait qu'on a de la difficulté à saisir l'ipséité, parce que dès qu'il s'actualise, il cesse d'être du potentiel. Alors, comment saisir le potentiel en tant que potentiel? C'est ça la difficulté, et avec les monologues intérieurs, c'est à travers la superposition d'identités narratives qui rivalisent, finalement, qu'on parvient à accéder à cette dimension-là de la personne. Les différentes possibilités d'être, qui sont aussi les différentes identités narratives possibles, sont comme, c'est ça, les balles d'un jongleur. Il y en a toujours trop pour pouvoir devenir stable. Elles sont toutes possibles, mais pas en même temps. Donc, la raison pourquoi il y en a trop d'histoires possibles à raconter autour d'une même personne, c'est que la vie, en fait, elle est finie. Il y a juste un temps limité à la vie. Si les humains étaient éternels, on n'aurait pas besoin de choisir entre plusieurs trajectoires de vie, on pourrait toutes les vivre. Mais le fait que nous sommes limités dans le temps, ça nous oblige à choisir. Avec l'histoire d'Alfred Nobel, on a vu que l'ipséité était souvent amenée à se manifester lorsqu'elle envisage la possibilité de sa propre disparition. Donc, évidemment, la mort ici, elle est présente dans le Testament, comme le titre nous l'indique, et on connaît tous l'histoire personnelle de Vicky Gendreau, donc le cancer qui l'a emporté au début de la vingtaine. Et c'est une situation qui pousse quelqu'un, justement, à réfléchir au sens qu'elle veut donner à sa vie. Dans le fond, le projet littéraire derrière Testament, c'est précisément une question d'ipséité. C'est l'ipséité, tout d'abord, de deux façons. L'ipséité qui pousse à écrire dans l'urgence, dans une course contre la mort, afin justement de donner à son passage sur Terre un style qui lui plaît, devenir auteur. Et c'est précisément ça, sa révolte contre la mort. Et qu'est-ce qu'on peut raconter, dans le fond, lorsqu'on meurt au début de la vingtaine? Ben, c'est justement ce qu'on doit exprimer, c'est ce potentiel-là, encore en potentiel. Alors, ça explique finalement la forme et le sens du roman Testament, à mon avis. Maintenant, je pourrais continuer un peu, si on ne me met pas tout de suite à la porte. Là, je vais improviser parce que je ne voulais pas dépasser le temps, mais je vais juste continuer avec, par exemple, dans le roman de Virginia Woolf, dans Mrs. Dalloway. Il y a aussi une révolte contre la mort, mais cette révolte-là contre la mort, elle n'est pas, a priori, apparemment, elle n'est pas la même que celle de Vicky Gendreau, parce que Clarissa Dalloway, elle ne va pas mourir. Mais il y a deux façons, dans le fond, pour l'ipséité, d'être en danger. Le premier, c'est la mort biologique du corps. Si on meurt, notre liberté, notre potentiel s'arrête. Mais l'autre façon pour l'ipséité de mourir, ça serait un peu de garder le corps vivant, mais de le zombifier, si on veut. Autrement dit, ce que Clarissa comprend lorsqu'elle apprend le suicide de Septimus, Warren Smith, par la bouche de son psychiatre qui est chez elle, elle n'aime pas le psychiatre. Et ce qu'elle comprend, c'est que c'est tout ce qu'a vécu Septimus. Et dans le fond, ce que Septimus ne voulait pas, c'était d'être assommé par l'espèce de traitement psychiatrique qui allait faire de lui une espèce de zombie. Parce que si on est tout simplement, on continue à être vivant, mais on n'a plus notre liberté, on est juste vivant de corps, mais qu'on fige l'esprit à travers des traitements, des médications, etc., l'ipséité est morte aussi. Donc, il y a les deux écueils de l'ipséité. Il y a la mort biologique, mais il y a l'autre écueil, c'est d'accorder trop d'importance à la vie biologique sans respecter cette liberté-là. Et dans le fond, le suicide de Septimus, c'était pour protéger qui il est vraiment, autrement dit, et parce que c'est presque pire de continuer à vivre en étant dénaturé du point de vue de l'ipséité que de tout simplement mourir. Et ce suicide-là a donné de la force à Clarissa parce qu'elle a compris que, dans le fond, son espèce de dégoût pour les gens qui venaient chez elle, elle était un peu hautaine, elle sentait que ce dégoût-là était partagé finalement. Elle n'était pas seule au monde à avoir du mépris pour les psychiatres et les nobles, les gens, les sires qui venaient la voir. Et de se sentir comprise, même par le gars qui s'est suicidé, ça lui a donné l'énergie de ressortir du boudoir et de faire la parfaite hôtesse un peu hautaine. Et
Donc ça, c'est sa façon de faire face, dans le fond, de se révolter contre la mort. Mais c'est une autre mort, c'est celle psychologique plutôt que la mort physique. Un bon timing.